Donc bonjour à tous, je m'appelle Bruno Berge, je suis le CEO de Laclaré. Alors en fait on m'a demandé de parler sur l'innovation et je ne suis pas un spécialiste d'innovation, mais en fait moi j'ai participé à deux innovations un peu majeures dans le domaine de l'optique. Donc c'est deux créations d'entreprises que j'ai fondées. La première c'était Varioptique. C'était des petites lentilles toutes petites pour l'électronique. C'était pas pour les lunettes. Mais c'était une invention assez révolutionnaire et c'était destiné à rentrer dans des caméras miniatures pour faire des lecteurs de code barre ou des choses comme ça. Alors vous voyez les dates. Moi je suis rentré dans l'entreprise en 2003, enfin c'est moi qui l'ai fondée en 2003 et en fait en 2015 je l'ai quitté. Pourquoi je l'ai quitté? Parce que ça marchait très très bien. Et moi, je suis le fondateur, je ne suis pas non plus forcément destiné à accompagner l'entreprise tout au long de sa croissance après. Mais en fait, c'est quand je suis parti que vraiment le chiffre d'affaires a commencé à exploser et à doubler chaque année et pour faire une entreprise très profitable qui est maintenant propriété de Corning. Et puis la deuxième entreprise que j'ai démarrée, c'était en 2016. En fait, j'ai démarré Laclaré parce que je devenais presbyte. Vous voyez la couleur de mes cheveux, bon voilà, donc j'avais commencé à plus bien voir. Et puis en tant qu'opticien, je me suis dit quand même non, on va pas en rester là. J'avais essayé les verres progressifs, mais ça me plaisait pas. Et donc j'ai fondé Laclaré pour servir des gens comme moi qui ont des problèmes avec les lunettes actuelles. Et je suis toujours évidemment dans Laclaré. On en reparlera après. Je vous dirai en deux mots ce qu'on fait. Mais c'est pas le sujet. Alors la première chose, c'est qu'on m'a demandé de parler sur l'innovation. Alors j'ai consulté d'abord un premier expert qui s'appelle Sébastien Brusset, que je remercie d'ailleurs, qui représente pour moi l'excellence dans l'innovation de la lunette, du design, des fonctions. Et puis après, donc on a discuté un petit peu des options. Et puis après, j'ai interrogé un deuxième expert. Et le deuxième expert que j'ai interrogé, c'est ChatGPT. Je lui ai posé la question, comment on peut créer une innovation dans le domaine de l'optique? Et voilà ce qu'il m'a répondu. Il m'a répondu à peu près 5 pages avec une première introduction. Alors je vous la lis. Creating innovation in the traditional eyeglasses market involves thinking outside of the box. Waouh, ça c'est original. Bon, bref, allez, on va pas se moquer quand même trop longtemps, mais enfin bon, c'est quelque chose. Allez. Alors après, pour m'aider quand même, il m'a mis 13 points qu'il faut suivre pour suivre de l'innovation. Donc c'est facile. Il suffit de suivre les points un par un et normalement, on doit arriver au succès. Et puis il y avait une dernière phrase qui était Remember that successful innovation often requires a combination of creativity, market knowledge and deep understanding of customer needs. Alors ça, c'est plus intéressant. Là, dans cette slide, c'est la même slide qu'avant, mais j'ai mis en rouge les phrases qui, franchement, servent pas à grand-chose, enfin, qui sont un peu les poncifs. Thinking outside of the box, oui, d'accord, mais enfin, quand on a dit ça, est-ce qu'on a avancé? Non. Pricing and accessibility, oui, bien sûr, évidemment, c'est ce que tout le monde cherche à faire, mais c'est pas ça qui va vous donner les clés. Donc finalement, sur les 13 points, j'ai vu il y en avait 6 ou 7 qui sont marqués en rouge, donc pas très intéressant. Allez, on lui donne une note de 10 sur 20. On peut peut-être même monter à 10 ou 12 sur 20 parce que quand même à la fin, il y a une idée intéressante. Often requires a combination of blablabla, bla bla bla, je vous laisse lire le reste. Often, ça veut dire que c'est pas toujours le cas. Ça veut dire que peut-être dans certains cas ça va être, dans certains cas ça va pas être. Ça c'est intéressant parce que ça donne une espèce de modestie de ChatGPT qui nous a pas habitués à avoir. Voilà. Alors, le point numéro 2 de ChatGPT, c'est Technology Integration. Alors là, il y a certains domaines qui suggèrent la réalité augmentée, la réalité virtuelle. Je ne sais pas si certains d'entre vous étaient au précédent talk. C'était bien développé. Moi, je ne suis pas un spécialiste de ça. Par contre, il suggère aussi Smart Sensors. Et là, il y a pas mal de choses intéressantes, moi, que j'ai vues dans les lunettes. Alors, c'est beaucoup lié à l'innovation dans les senseurs, dans les capteurs. Les capteurs, ça fait un progrès fou. Il y a 15 ans, il n'y avait pas de capteur de température sous forme de chip. Il n'y avait pas de capteur d'oxygène. Il n'y avait pas de capteur pour ci. Maintenant, il y a tout. Il y a quasiment tout. Alors, par exemple, vous pouvez aller voir, il y avait une boîte qui s'appelait LCLC, qui intégrait des capteurs, des accéléromètres, des gyroscopes, essentiellement pour de la sécurité.
hein, c'était des lunettes anti-chute. Skouga, vous pouvez aller voir sur Futurology, sur le stand de Futurology. C'est une boîte qui travaille sur des capteurs à intégrer dans une paire de lunettes. Alors il y a tout un tas de capteurs, et en particulier de ce qu'on appelle le COV, c'est-à-dire les produits organiques volatiles, c'est-à-dire en gros les polluants, quoi, hein, pour dire rapidement. Ça, c'est très intéressant, ça permet éventuellement de développer des applications qui vont être complètement nouvelles aujourd'hui. Il y en a un troisième pour vous donner un peu un exemple de choses qui sont possibles aujourd'hui, qui n'étaient pas possibles hier. C'est le petit capteur de température que je montre à droite là. C'est un petit capteur qui est à non-contact, qui permet de mesurer la température. Et il y a une entreprise qui s'appelle Facsense. Pardon, il y a une erreur sur le slide, hein, c'est Facsense. Alors malheureusement, elle n'existe plus, je pense qu'elle a été rachetée. C'est une entreprise qui faisait une paire de lunettes avec 2 capteurs de température pour mesurer la température des joues. Est-ce que quelqu'un dans la salle sait pourquoi c'est intéressant de mesurer la température des joues? Je vois quelques visages perplexes, mais pas de réponse. En fait, on a constaté, c'est bien connu, que en fait, quand il commence à y avoir une différence de température entre les 2 joues, quelques minutes après, il y a un accident cardiaque grave, hein, un AVC, voilà. Et donc c'est un moyen de détecter, c'est aussi de la sécurité de santé, d'avoir cette paire de lunettes qui permet effectivement des fonctions complètement nouvelles, hein. Je ne sais pas si c'est la police qui est en train de venir pour m'arrêter. Bon. Dans les innovations, il y a aussi beaucoup d'intelligence artificielle. On en a parlé au talk d'avant. L'intelligence artificielle, la difficulté, c'est qu'on ne sait pas trop bien ce que c'est. Moi, j'en ai vu depuis au moins une vingtaine d'années. Il y avait des lunettes israéliennes pour reconnaître les visages, pour les aveugles, par exemple. Bon, c'était déjà de l'intelligence artificielle, mais c'était de l'autocorrélation, hein. Alors, est-ce que l'autocorrélation, c'est de l'intelligence artificielle? C'est difficile à savoir, hein. Vous savez, les moteurs d'optimisation, quand on leur présente, par exemple, 500 000 chiens, 500 000 photos de chiens, 500 000 photos de chats, et on leur dit que c'est des chiens et des chats, ben après, assez vite, le système reconnaît un chien d'un chat, hein. Bon, pour moi, c'est pas forcément de l'intelligence artificielle, ça, c'est plutôt de la corrélation, de l'optimisation. Bon. Par contre, si vous lui mettez 500 000 photos de chats et de chiens mélangées, et sans lui dire qui est un chat et qui est un chien, et qu'il le reconnaît tout seul après, que c'est 2 espèces différentes, alors là, ouais, chapeau, c'est autre chose là. Là, on est sur le cran du dessus, hein. Alors par contre, ce type d'intelligence artificielle, la difficulté, c'est que ça consomme beaucoup. Alors pour mettre ça dans une paire de lunettes, c'est pas tout à fait évident, hein. Ça va consommer beaucoup et du coup, la taille de la batterie va être impactante, hein. Bon, dans le domaine de l'audition, il y a des trucs formidables, hein, qui se passent. Là, vous pouvez aller voir sur le stand de Futurology. Pulse Audition, j'ai pas le temps de tous les nommer, hein, mais il y a une boîte qui met des capteurs sonores sur le devant de la paire et qui, par des traitements intelligents des différentes phases, des différents signaux, permet de faire du beam shaping ou des choses comme ça. C'est absolument passionnant pour les gens qui ont des difficultés auditives. Vous savez peut-être, les difficultés auditives, ça commence de plus en plus jeune, hein. Voilà. Alors, un autre point qui est mentionné par ChatGPT, qui est plutôt positif, c'est tout ce qui est la vision, hein. Vous êtes là pour ça, bien sûr, on est tous là pour ça, pour améliorer la vision, hein. Et nous, on travaille là-dedans, bien sûr, hein. Alors, bon, je vais juste citer 2 points parce que je ne peux pas les citer tous, hein. Mais il y a un point qui m'a paru intéressant, c'est le point de la visibilité des structures dans les lunettes, hein. Vous savez que dans le temps, il y avait des bifocales pour la presbytie. C'est une lentille avec un petit rectangle en bas. Voilà. Ça a disparu, alors sauf aux États-Unis, mais enfin bon, chez nous, ça a quasiment disparu. Et maintenant, ça a été remplacé par les verres progressifs, dans lequel il n'y a justement pas de structure visible de l'extérieur, hein. Et c'est ça qui a d'ailleurs fait leur grand succès, hein. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'on a un retour de ça. On a de nouveau maintenant des lentilles où on accepte d'avoir des structures visibles. Alors je propose par exemple l'exemple de la freination de la myopie, hein, pour lequel il y a 2 grandes solutions, Hoya et Essilor. Et c'est des lenslets, c'est des petites lentilles qui sont intégrées dans le verre. Et ce sont des structures visibles. C'est normal qu'elles soient visibles parce qu'il faut qu'elles aient un effet optique
Alors c'est plutôt pour les enfants, hein. C'est pour freiner la myopie. Donc ça, c'est plutôt pour projeter des images dans le bord du champ. Mais c'est quand même quelque chose qui est visible. Et c'est intéressant que le balancier aille d'un côté puis de l'autre. Alors, les autres innovations, moi, que je connais bien et qui sont vraiment assez révolutionnaires, c'est pour la presbytie. La presbytie, on a des verres progressifs qui sont très efficaces, sauf que, en fait, nous, c'est un petit peu le pitch de la Clarée, de l'entreprise que j'ai fondée il y a 6 ans maintenant, 7 ans. En fait, quand on fouille un petit peu, on s'aperçoit qu'entre 10 et 30% de la population est vraiment gênée aujourd'hui par les solutions de vision. Pas forcément les verres progressifs, mais un peu toutes les solutions, des gens qui ne trouvent pas de solution dans les lunettes actuelles. Alors ça peut être des problèmes de posture à cause de la recherche du focus avec des verres progressifs, ou bien d'autres types de problèmes. Et ça aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que avec l'allongement de la durée de la vie, en fait, l'âge de la presbytie ne change pas. C'est toujours le même âge. C'est 40, 45 ans, 50 ans. Mais ça, depuis un siècle, ça n'a pas bougé. Et donc, du coup, la période de presbytie et surtout les activités des presbytes sont de plus en plus gênantes pour les solutions actuelles. Alors, c'est quoi l'origine des problèmes? C'est essentiellement des problèmes de champ de vision. C'est parce qu'en fait, le verre progressif, c'est ce qui est marqué ici. En vision intermédiaire, par exemple, le champ est tout petit. En vision de près, il est un peu plus grand, mais il est quand même encore limité. Et du coup, ça induit des limitations, des problèmes d'orientation de la tête qui ne sont pas forcément naturels. Alors nous, chez la Clarée, ce qu'on développe, c'est une paire de lunettes. Alors c'est celle que j'ai sur le nez. J'ai mon prototype sur le nez. C'est une paire de lunettes autofocus. Alors on a un petit peu de tout ce que je vous ai raconté avant, c'est-à-dire qu'on a des capteurs. C'est les deux petits points brillants qui sont sur le côté, là. C'est ces objets-là. Et puis, on a des verres actifs, des verres qui sont capables, en temps réel, de s'ajuster pour que, sans que je fasse rien, c'est automatique, j'ai toujours une image nette. Alors, quand vous dites ça à votre grand-mère, à votre oncle, à votre tante, à votre cousin qui est presbyte, vous allez voir, sa vie va changer. Alors, voilà un peu le schéma de la paire de lunettes que j'ai sur le nez. Je ne vais pas vous montrer comment ça marche. Si vous voulez savoir comment ça marche, si vous voulez savoir plus de détails, on a un booth que j'indiquerai après. J'indiquerai le nom du booth à la fin. Mais vous pouvez aller voir et puis nous discuter avec nous. Voilà, ça c'est un petit peu le prototype porté avec les différents éléments les plus importants. Un système de verre variable, de l'électronique embarquée et puis le système autofocus. Et puis il y a une app qui permet de prendre le contrôle de la paire de lunettes. Ça c'est un petit peu nouveau aussi. C'est quelque chose qui est assez révolutionnaire. Alors, qui n'arrive pas à lire la petite ligne du milieu? Levez la main ceux qui n'arrivent pas à lire. Il y en a pas mal quand même. Alors, si vous n'arrivez pas à lire ces petits prints, à ce moment-là, lisez les gros caractères. Donc, venez nous voir. C'est que vous avez vraiment besoin de nos lunettes. Donc, venez nous voir au booth Hall 6, 6L81. Alors, quand j'ai parlé de ce séminaire à Sébastien, il m'a suggéré de faire aussi un petit laïus sur la création d'entreprise parce que c'est aussi important de montrer quel est le parcours de la création d'entreprise. Alors, je ne sais pas si j'ai encore 5 minutes, les organisateurs, là. J'ai encore 5 minutes? Ouais, c'est bon? Voilà. Alors, déjà, je vais essayer un peu de démonter un peu des idées reçues sur la création d'entreprise. Alors, première idée reçue, à votre avis, quel est le point central, quel est le point de départ de la création d'entreprise? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire, à votre avis, c'est quoi le point central? Alors, souvent, les gens disent, c'est l'idée de départ. Alors ça, c'est une idée fausse. Pourquoi c'est une idée fausse? Parce qu'en fait, avant l'idée, il y a la stratégie. Et en fait, le créateur d'entreprise ou l'entrepreneur, entrepreneur, ce n'est pas un métier. En fait, la stratégie, elle dérive d'une bonne connaissance du métier. Vous êtes, je pense, beaucoup opticien, j'imagine. Vous connaissez très bien votre métier. Et c'est à partir de votre métier que vous avez créé l'entreprise. Souvent, il y a une fausse idée qui traîne sur la création d'entreprise en disant oh là là,
la création d'entreprise, c'est extrêmement difficile, c'est extrêmement ardu. Il n'y a que les surhommes ou les surfemmes qui sont capables de faire ça. Hein. Ça, c'est une fausse idée qu'on a beaucoup véhiculée à cause enfin, surtout dans les écoles de commerce. Hein. Alors en fait, non. L'idée, elle vient de la stratégie, elle vient de votre métier, elle vient de votre connaissance métier, et c'est naturel. Moi, je n'avais pas choisi d'être créateur d'entreprise. Ça m'est tombé dessus un peu par hasard. Bon, alors, avant ça, avant la stratégie, il y a encore un autre aspect qui est un petit peu plus intime. Alors, j'ai appelé ça impulse. Je ne sais pas, Jean-Pierre, si c'est correct, mais c'est un petit peu le désir. Hein. C'est le désir, c'est ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de créer, ce qu'on a envie d'aller. Alors là, c'est un peu plus personnel, c'est très variable. Mais voilà, donc ces 3 points, ils sont là pour vous dire, retenez que la création d'entreprise, c'est pas pour des robots, hein, c'est aussi pour tout un chacun. Alors ce qui est par contre difficile, c'est de tenir la durée. Hein, une fois qu'on a l'idée, il faut aller au produit. Et ça, c'est long. Hein. Vous avez vu peut-être les dates dans ma première création d'entreprise. En gros, une dizaine d'années entre le début et le produit qui se vend comme des petits pains avec une usine qui tourne, etc. Et ça, c'est difficile. Au début, c'est un peu une small team. Hein, on masse la stratégie. Il y a des sites web pour ça. Je crois que j'en ai cité un peu plus loin, enfin vous verrez. Mais c'est amusant, c'est créatif, etc. Ça se finance encore relativement facilement. Ce qui est très difficile à financer, c'est quand on quitte l'idée et qu'on va au produit. Il y a tout un tas de phases qui sont difficiles parce que les premiers produits, ça ne va pas forcément être très, très champion. Il va falloir améliorer, questionner les clients pour les améliorer, etc. C'est long, hein. C'est long et difficile. Voilà, donc ça, eh ben, c'est les petits pointillés rouges. C'est pas facile, mais il faut tenir, il faut s'accrocher. Et quand on s'accroche, quand on y croit, quand on a vraiment un produit innovant, on y arrive. Alors, je reviens, pour terminer mon séminaire, je reviens à ChatGPT. Hein, et le premier point, qui était quand même un point assez bateau, qu'est-ce qu'il dit de ChatGPT? Il dit pour innover vraiment dans l'optique traditionnelle, il faut connaître le marché. Alors en fait, ce n'est pas suffisant. Malheureusement, ce serait trop facile. S'il suffisait de questionner tous les gens dans le salon ou tous les presbytes ou tous les gens qui viennent dans vos magasins, mais tout le monde saurait le faire. Hein. Alors, je vous ai mis une petite citation de Paul Millet, qui est en fait un professeur de marketing de l'innovation. Hein, et lui, il dit ça. Il dit, pourtant, il y en a toujours pour s'ingénier à chercher des besoins cachés des clients, ceux qui ne seraient pas exprimés. Les besoins cachés ne peuvent être révélés que dans le cadre d'une interaction entre un client et un fournisseur animé d'une intention particulière. Tout est dit là. Tout est dit. Le besoin client, il ne peut pas être tout seul dans le vide. Ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment la rencontre entre un push et un pull, entre quelqu'un qui amène l'innovation et quelqu'un qui la reçoit. S'il n'y a pas les deux, ça ne marche pas. Hein? Je ne sais pas si je suis clair, mais voilà. Alors, il y a le blog, allez le lire, c'est très amusant, c'est très intéressant, c'est très original. Mais je crois vraiment que c'est important de comprendre que dans la création et l'innovation, plus on est en rupture et plus ça va être loin des démarches marketing traditionnelles. Hein. Pareil, quand on va mettre un produit sur le marché, il va falloir être modeste et écouter les retours de marché. Voilà, je terminerai par une petite blague. J'adore Raymond Queneau. Un extrait de Zazie dans le métro, je vous le lis. On va demander à un passant, propose Gabriel. Les passants, c'est tous des cons, réplique Charles. C'est bien vrai, dit Zazie. Bon, alors, si vous ne voyez pas le rapport de cette phrase avec ce qui précède, eh ben, venez à notre booth, on en discutera, on aura une petite discussion intéressante. Je vous remercie pour votre attention.